Salut les amis, c'est Noé, j'espère que vous allez bien. Je suis au Stunfest sur le stand du Sims Club avec Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, le Sims Club, c'est une association qui fait... Du jeu en réseau, mais pas là. Exactement, donc c'est absolument pas ce qu'on va vous montrer, c'est pas du jeu en réseau, mais des trucs bien plus intéressants que ça. Des choses exotiques avec un niveau de banane très élevé. Alors en première curiosité, c'est une curiosité à 4 bananes. C'est la Super Graphics, une évolution commercialement pas acceptable de la PC Engine, mais qui a quand même ces jeux qui sont assez intéressants. Et on peut la relier aussi au CD-ROM. C'est tout un bricolage, hein. Ça c'est pour le fun, le bricolage, parce que le CD-ROM peut se brancher directement sur la Super Graphics. C'est une rareté à 4 bananes et c'est quand même pas mal, parce que c'est une bonne console à posséder pour tous les amoureux du shoot. Ok. Donc ça c'est intéressant, ça c'est un... Je dirais un PC du ghetto. Non, c'est un kit de développement PlayStation 1. Le premier kit européen en fait qui a été vendu aux occidentaux parce qu'il était mieux que celui des japonais qui était trop compliqué. Et tout ça, les deux cartes que l'on voit ici, c'est une PlayStation avec le CD-ROM de la PlayStation et les ports manettes de la PlayStation. C'est rustique, mais ça a permis de fabriquer de superbes roues. Alors Amstrad, c'est une super marque. C'est l'art et la manière de vendre un PC moisi avec une Mega Drive dedans pour faire passer la pilule. Et en plus, on vend ça très très cher. Un méga PC, pratique pour jouer à la Mega Drive, superbe image parce que l'écran est tout petit. Ça vaut au moins 3 bananes d'exotisme, sur 10 évidemment. Et maintenant, on part sur quoi? Ah, ça c'est la bonne 3D qu'il veut faire, ça c'est du... C'est pas de la 3D, c'est de la... C'est pas de la 3D? Vidéo. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a... Que de la vidéo. Il y a un MSX, d'accord. Ah ouais, c'est le système. C'est le Palcom. C'est ce qui servait dans les bornes d'arcade, par exemple pour Dragon Slayer. Dragon Slayer tourne sur un système comme ça. C'est un film sur lequel on va superposer des graphismes MSX. Mais le film en lui-même n'est pas un jeu vidéo, c'est juste un film qui va se dérouler. C'est un petit peu l'ancêtre du CDI en fait. Oui, le CDI a repris le principe. C'est-à-dire faire des jeux chiants mais beaux. C'est mieux que le CDI en fait. Alors pour tous les jeunes qui nous regardent, la Synthwave, c'était pas les années 80. Dans les années 80, on avait ça. Écoutez-moi ce son. Regardez-moi cette 3D. Même la Super Nintendo, elle le fait pas avec le processeur Super et tout ça. On a l'impression un peu de regarder Tron. Et du coup, ça c'est le vrai jeu. Ça c'est le vrai jeu, une partie du vrai jeu. On arrive sur la map et on doit déplacer le vaisseau amiral jusqu'au vaisseau amiral ennemi. Une fois qu'on arrive au vaisseau amiral ennemi, le jeu passe en phase de shoot 'em up. D'accord, donc là c'est la phase un peu chiante. Voilà. Il faut environ une demi-heure pour arriver à ça parce que le scrolling est catastrophique. Alors petit exemple, je vais me déplacer, je prends mon vaisseau amiral, c'est comme ça tout le temps. Je vais prendre mon vaisseau. C'est bien faire une intro pour enlever putain de lourd et on se tape à faire un démineur. Quand même une usine à gaz à faire tourner ce truc hein. Alors il faut très exactement 6 câbles. 6 câbles pour tout brancher, 7 câbles avec la liaison, 8 câbles avec ça, la nappe, c'est la 32X avant l'heure. Alors procédure d'allumage, on allume le ER101 d'abord, ensuite on allume le lecteur LD et enfin on allume le MSX. Le mode pionnier avec le LD, la commande call LD et c'est parti, on appuie sur entrée et ça mange le disque. Et le jeu il est chargé en O2 comme une cassette en fait là. C'est ça. Oh la vache. C'est quoi les charges
fond. Ça, c'est la machine la plus rare du lot. C'est 10 bananes, ça. Le plus classique, là. Alors, ça, c'est le Wonder Mega. Une machine pleine de gadgets qui regroupe une Mega Drive et un Mega CD. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a plein de boutons et plein de lumière parce qu'à la mode, c'était à l'époque. Comme maintenant avec les casques gamer. C'est comme un casque gamer avec des LED partout. C'est vendu assez cher alors qu'on peut trouver une Mega Drive et un Mega CD qui font la même chose pour beaucoup moins cher et avec une qualité vidéo bien meilleure. Ce qu'il y a de marrant, c'est que le tiroir, ils sont allés jusqu'à motoriser le tiroir. Sérieux? Pour ouvrir le CD. Alors évidemment, on peut faire des vannes comme s'il parlait, vous voyez. D'accord. Et c'est reste une Mega Drive et un Mega CD. C'est une Mega Drive et un Mega CD avec une sortie vidéo qui est pas terrible en fait. Combien de bananes pour ça? Oh, c'est combien on a mis de bananes pour ça? On a mis 3, 6, 7, on a mis 8 bananes parce qu'il y a plusieurs types de Wonder Mega et ça c'est le Wonder Mega fabriqué par Sega. C'est le plus difficile à trouver. Okay. Mais bon, on n'a pas fait exprès de l'avoir. Hein. Ceux de Victor, JVC, c'est la même chose. Là on a encore un PC Tripalaire, c'est un kit de dev également? Alors c'est un kit de développement, mais c'est en même temps une PCFX pour jouer. En fait, elle fait kit de développement parce qu'il y a des outils de développement avec, mais qui sont très limités. Et on a aussi une carte qui permet d'avoir dans un PC une PCFX. Ça évite comme ça d'avoir une télé, une PCFX et un PC à côté. C'est un petit peu le principe du méga PC d'Amstrad. Alors, oui et non, parce que là, la PCFX-GA, elle interagit avec le PC. Elle utilise le lecteur CD-ROM, le lecteur de disquette, et on peut charger des jeux depuis le disque dur. Donc ça, c'est un combi téléviseur Famicom. Oui, le C1 de Sharp. Une belle représentation du design japonais du début des années 80. Dedans, c'est une Famicom, en fait, qui en même temps fait titreur, puisqu'il y a une fonction titreur dessus. Et sa particularité, c'est d'avoir une image très claire grâce à son processeur qui est RVB justement, ce qui n'est pas le cas de la NES. Donc ici, l'image n'est pas floue et ça change totalement le feeling des jeunesses. Voilà, on change radicalement de technologie. Alors voici Tennis for Two. C'est le premier jeu vidéo connu au monde. C'est un jeu vidéo qui a été créé dans un laboratoire de recherche atomique. En fait, juste pour le fun, pour montrer que les oscilloscopes, c'était pas juste des appareils chiants, mais c'est le tout premier jeu vidéo, c'est-à-dire un jeu qui est affiché sur un écran, en fait. Là, en l'occurrence, l'écran de l'oscilloscope. Et chose importante, c'est le premier jeu vidéo se joue à 2. Hein, et la physique de la balle est exceptionnelle pour l'époque. Pas de moteur physique, pas de programme, pas de microprocesseur. Tout en analogique. Et du coup, là, ça tourne aussi en analogique ou c'est reproduit sur... C'est reproduit sur une puce ATmega avec le framework Arduino. Donc c'est numérique, malheureusement. Si on avait eu à mettre le vrai Tennis for Two, ça aurait pris toute la table et fait beaucoup de bruit avec tous les contacteurs qui le composent. Donc ça, c'est un autre méga PC alors? Ah non, pas du tout. Parce que quand c'est Sega qui s'occupe de fabriquer ces PC, ils font appel à IBM et le travail est bien fait. En fait, ça n'a rien à voir avec le Mega PC, c'est le Tera Drive. Et le Tera Drive, donc c'est le même principe, c'est un PC avec une Mega Drive intégrée. Sauf qu'ici, on a une interaction entre la partie PC et la partie Mega Drive. C'est-à-dire qu'on peut charger un programme dans la mémoire du PC et qu'il soit utilisé par la partie Mega Drive. Et puis l'aspect global et la fabrication sont de bien meilleure qualité que le Mega PC. Ironie du sort, c'est un 286, donc moins puissant que le Mega PC, mais mieux conçu. Donc ça, c'est encore un système à base de laserdisc avec une console intégrée, c'est un peu ça, non? Oui, c'est ça. En fait, c'est une bonne idée mal exploitée. Le Laseractive, c'est un lecteur de laserdisc, tout ce qui est un peu plus classique en fait, dans lequel on peut insérer des briques que l'on appelle des modules. Là-dedans, ça c'est une PC Engine avec un super CD-ROM d'intégrer. Sauf que la partie lecture de CD-ROM, c'est le Laseractive qui va le faire. Le Laseractive, avec ses modules, il peut utiliser les jeux Mega Drive, PC Engine, Mega CD et Super CD-ROM.
Ça fait quand même pas mal pour une seule machine, sauf qu'il faut acheter les modules correspondants. Du coup là c'est pas le méga CD mais c'est le méga LD. C'est le méga LD, c'est-à-dire un jeu méga CD sur support Laserdisc. Non. Un jeu fait de vidéo. Du coup le chargement du code il se fait... Alors contrairement au Palcom, le chargement du code ici est numérique. Ce n'est pas une piste audio analogique qui est stockée sur le LD. Ça mettrait 3 heures à charger. C'est un petit peu plus évolué. D'accord. C'est sorti aussi après. Donc celui-là bah, c'est le PC FX, c'est ça? C'est ça. Excellente console, malheureusement mal exploitée et qui a été un échec commercial. C'est la dernière console de Hudson Soft NEC. C'est marrant parce qu'on dirait un peu un émulateur. Ou un mini PC. Ouais. Je pensais que c'était un PC d'ailleurs au début. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé PC FX. Ils voulaient aussi que ce soit autre chose qu'une console. Donc ça c'est une PS2, qu'est-ce qu'il y a là de particulier? Bah, la PS2, c'est une PS2 test en fait. C'est pour tester les jeux avant leur commercialisation et voir, les voir tourner sur le support, sur le support que possède l'utilisateur. Elle a la particularité de pouvoir lire n'importe quel jeu de n'importe quelle zone, qu'il soit gravé ou original, pressé. D'accord, donc c'est la console des pirates quoi. Non, c'est pas la console des pirates, c'est la console des gens qui veulent se faciliter la vie. Là du coup maintenant on est sur l'équivalent de la PS3. Alors c'est la PlayStation 3 qui pèse 20 kg et qui consomme 300 watts, qui est capable de lire des jeux Play 1, Play 2 et PSP. Et accessoirement aussi de développer les jeux PS3. Ça pèse très lourd, c'est pas pratique à utiliser, mais c'est tellement beau à voir avec toutes ces LED. Et combien de bananes pour celle-là? 4 bananes parce que en fait ça se trouve très facilement. Et à pas cher, parce que ça pèse tellement lourd que tout le monde veut s'en débarrasser. Celui-là, on en parlait tout à l'heure, c'est le fameux Mega CD. Il y a toute la stack, hein. Il y a le Mega CD, le 32X. Et la Mega Drive. Et la Mega Drive au milieu. Les développeurs devaient se tirer les cheveux lorsqu'ils développaient pour 3 supports différents. Développés pour le Mega CD, en même temps pour la Mega Drive et en même temps pour le 32X. Et tout ça pour faire des nanars en vidéo. Je pense que Nanarland devrait faire une section jeux vidéo nanar parce que c'est parfait. Et le méchant, très méchant. Il y a des mannequins en mousse aussi. Je suis en train d'essayer de faire la mise au point, mais non, c'est juste le jeu qui est pixelisé en fait. C'est un peu qualité GIF animé. Hein. Hey, c'est quoi ce truc là? Ah, c'est le Famicom Titler. Une console réservée soit aux gens qui aiment bien faire des cartes de visite avec leur console, une idée totalement incongrue. Le Neoprint le fait aussi, c'est une Neo Geo qui fait des cartes de visite, et ou alors le Famicom Titler qui sert également au studio de télé, enfin qui a servi au studio de télé pour capturer des séquences de jeux vidéo de façon correcte. Et l'avantage de cette console, c'est que là aussi, tout comme le C1, elle a un processeur RVB. Donc l'image, elle est impeccable et vos jeunesses en sont rajeunies. On dirait Marcus qui présente Level 1. Dernière pièce du musée. Alors voici la console Videopack, c'est l'Odyssey 2 aux États-Unis. C'est une console faite par Philips, fabriquée en France, c'est marqué ici. Et la particularité de cette console, c'est qu'elle n'a pas de microprocesseur. Elle a un microcontrôleur, ce qui fait qu'elle est très peu puissante au niveau du traitement. Mais Philips a quand même voulu sortir un jeu d'échecs. Mais sauf que pour un jeu d'échecs, il faut quand même un microprocesseur digne de ce nom, ce qu'elle n'a pas. Alors Philips a décidé d'intégrer dans la cartouche, comme l'a fait Nintendo avec ses cartouches NES et Super NES, un microprocesseur pour pouvoir gérer l'intelligence artificielle du jeu. Sauf que la cartouche en question, c'est tout ça. La cartouche est ici, et ici on a la partie microprocesseur pour gérer le jeu d'échecs. Ça, c'est de la puce dans la cartouche. Merci Emmanuel pour cette visite. C'était très sympa, j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'hab, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous, la cloche et tout. Et le plus important, portez-vous bien. Salut!